Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte. Julien, du coup, c'est moi, c'est Julien BBR. Je suis coach et pratiquant au quotidien de musculation, plus précisément un petit peu plus de culturisme, on va dire, même si toutes les autres thématiques m'intéressent. Et bien sûr, quand on comprend le domaine et qu'on comprend ces sciences-là, ça tourne toujours autour de ça. Si ça vous dit, on est parti pour l'épisode du jour. Et aujourd'hui, on est parti pour un podcast What's New après mon voyage aux États-Unis et à Amsterdam pendant une semaine. Je suis parti donc 3 semaines au total. Et en fait, voilà, le titre du podcast, c'est surtout, on va discuter de diète intuitive version séjour pour moi. Alors, en fait, je suis parti sur ces 3 semaines pour un diet break. Donc, je vous fais un petit peu le contexte. Il y a quelques mois, au mois d'octobre-novembre, je suis parti au Canada. Ensuite, j'ai décidé de démarrer une sèche que j'ai amorcée à partir de mi-novembre. J'ai fait ma sèche jusqu'à Noël. J'ai fait une pause à Noël, je suis tombé bien malade, j'ai une grosse maladie. J'ai fait une pause. Ensuite, j'ai repris au mois de janvier avec une pause forcée, entre guillemets, donc dans ma sèche. Une pause forcée dans ma sèche, mais je m'entraînais à fond à ce moment-là pour reprendre mon niveau que j'avais perdu pendant les vacances de Noël où j'étais tombé chaud malade. J'ai repris mon niveau. Et ensuite, j'ai redémarré ma sèche début février, que j'ai prolongé jusqu'à début avril, donc 2 mois, à fond. J'ai bien perdu. Je vous avais fait un petit bilan sur un des podcasts précédents, qui ne doit pas être si vieux que ça d'ailleurs par rapport à celui qui est en ligne actuellement. Je suis donc parti ensuite aux États-Unis. Donc là, je suis parti 2 semaines aux États-Unis à fond, et ensuite une semaine aux Pays-Bas, à Amsterdam. Et là, je suis rentré chez moi en Normandie. Donc, voici un petit peu le contexte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai fait un deuxième diet break, un petit peu différent du précédent qui m'a été un petit peu imposé par cette maladie. Mais celui-ci est plutôt volontaire. Donc, c'était un diet break que j'ai posé parce que je partais en vacances aux États-Unis. J'avais Amsterdam derrière. Mais c'est surtout les États-Unis où je souhaitais mettre une pause pour profiter de mon voyage. Je partais que 15 jours. Pour moi, je suis jamais parti là-bas et je voulais bien profiter là-bas. Surtout, en fait, je suis de la génération YouTube des départs, des vlogs et tout aux États-Unis. Donc, il y avait plein de trucs que je voulais tester au niveau bouffe, que je suis par des connaissances anciennes. Mais c'est surtout, voilà, c'était l'occasion pour moi de goûter un max de donuts, notamment. Et tout ça, vous avez pu peut-être le suivre sur la chaîne de Plaisir et Diète, qui est ma chaîne avec Maxime que l'on tient en nutrition et gourmandise. Donc là-bas, vous allez retrouver notamment tous les vlogs que j'ai enregistrés, les 6 vlogs aux États-Unis, dans différents endroits. Et ici, donc sur ce podcast du jour, on va discuter un petit peu de cette pause. Je vais vous révéler des choses par rapport à cette pause. Je vais faire un petit peu le bilan par rapport à tout ça, de cette pause, ce que j'en pense au niveau du break que j'ai pu poser. Un petit peu parler aussi du bilan des États-Unis. Pareil de comment j'ai fait ensuite pour reprendre et comment j'ai amorcé la chose à partir de maintenant et quels sont du coup, clôture du podcast, qu'est-ce que je fais maintenant parce que là, je vous avais laissé sur un questionnement sur le dernier podcast bilan de ma sèche où je me posais une question, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Et du coup, j'ai pris ma décision, évidemment, c'était le but de ce voyage aussi, c'était de prendre un petit peu de recul par rapport à moi-même et de me dire, tu fais quoi mec sur la suite? Est-ce que tu pars en compétition ou pas? Ok. Peut-être que vous avez une idée, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est parti pour l'épisode du jour. Donc, ces 2 semaines aux États-Unis, c'était excellent. Je suis parti avec l'idée de faire un maintien là-bas, de rester à mon maintien calorique, qui est à peu près à 3000 calories pour vous situer, sans l'ajout de marche supplémentaire. Donc mes journées devaient tourner aux alentours techniquement de 3300, 3400 à 3500 pour des journées où je marche beaucoup. Ce qui laisse un total calorique confortable techniquement, sauf que je me suis rendu compte vraiment à quel point les États-Unis ont vous fait manger calorique, gras et sucré au possible dans la plupart des restaurants, des enseignes. Et ça m'est vraiment, je me le suis pris dans la figure. C'est-à-dire que j'avais anticipé que les États-Unis, il y avait un risque. Et je m'étais dit, je peux pas rester en sèche là-bas, c'est pas possible. Donc je m'étais dit, je vais en maintien là-bas. Je savais qu'en 15 jours, mon planning allait être extrêmement chargé et j'allais charbonner pour voir un maximum de choses sur la côte californienne et sur mon tour que j'avais prévu. Parce que quand je pars en vacances et que je fais un road trip quelque part, comme au Canada, j'aime bien tout voir. Genre vraiment, j'ai le syndrome un peu relou, le mec que vous avez en rando avec vous ou en vacances avec vous.
Il a vu un truc, mais il veut encore voir ce qu'il y a au-dessus, après plus loin. Et puis après, il veut encore voir ce qu'il y a plus loin. Je suis vraiment comme ça, moi. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose et que je suis dans une zone en particulier et je sais qu'il y a ça et ça à faire, je me contente pas de ça. Moi, je veux faire ça et ça. Et donc, du coup, c'est fatigant. Ces 2 semaines-là, j'ai fait plein de choses. J'ai pas arrêté, j'ai enchaîné. Au bout de 2 semaines, j'étais explosé. C'était le temps de m'arrêter. Et donc, par conséquent, j'ai pas mal enchaîné. Il y avait des occasions de bouffe à gogo. J'ai beaucoup marché, j'ai eu beaucoup d'activités, mais je pouvais pas maintenir autant d'entraînement que d'habitude. Parce que sinon, j'allais pas profiter autant des choses que je voulais voir sur place. Donc, je suis passé à 5 entraînements par semaine. Les entraînements étaient aussi, bien sûr, moins optimaux, dans le sens où 5 entraînements par semaine à mon niveau, ça demande un petit peu d'intelligence de programmation, et honnêtement, conserver ce niveau-là que j'avais atteint, pas facile, parce que je change tout le temps d'environnement, je suis pas sur les mêmes équipements, donc ça veut dire peut-être changer d'exercice, pas avoir les mêmes résistances, donc pas maintenir forcément la surcharge progressive et les bonnes charges que j'avais mises en place. Donc techniquement, allez, passer à un certain niveau, intermédiaire avancé, partir en voyage comme ça et changer tout le temps d'équipement, vous stagnez, voire vous perdez un petit peu. Donc il y a une petite perte qui s'est accumulée, et 5 trainings par semaine, ça fait moins de calories dépensées aussi. Bah oui, parce que d'habitude je m'entraîne 6 fois et de manière optimale, donc avec des exercices qui dépensent un petit peu plus, et ici c'est pas le cas, donc effectivement j'ai une perte de 500 à 1000 calories d'office via cet entraînement un petit peu moindre. Sur le coup, sereinement, moi dans ma tête je suis serein, total, je me dis bon c'est pas grave, c'est comme ça, de toute façon je vais pas partir aux États-Unis kiffer comme ça toutes les semaines en fait, ni tous les ans d'ailleurs. Donc clairement, j'y vais en mode balèque, parce que de toute façon, j'y vais pour profiter. Donc du coup, je m'entraîne 5 fois par semaine, mais quand je m'entraîne vite fait, quoi. C'est-à-dire que c'est 45 minutes, 1 heure à l'hôtel, pas plus. Dans un hôtel, je vais rarement dans les gyms à l'extérieur, sauf quand je voulais tester des gyms particuliers. J'ai fait 2-3 tests de gym uniques, mais pour aller m'entraîner dans un gym lambda, je n'allais pas m'organiser pour perdre une demi-journée pour aller dans un truc qui vaut pas le coup. Donc c'était hôtel le reste du temps, donc à l'hôtel, les équipements, souvent, c'est pas la folie, quoi. Mais ça fait le taf quand même. On arrive quand même à peu près se maintenir et garder un petit niveau correct. Rassurez-vous, si vous n'avez pas un niveau comme le mien, vous allez largement maintenir votre niveau, pour peut-être même continuer à vous développer sur ce type de voyage-là. Mais après, tout le monde n'a pas forcément la même idée du voyage, dans le sens où moi j'ai envie de continuer un petit peu à m'entraîner pour mon bien-être. Mais il y en a, ils n'ont pas forcément envie de s'entraîner. Et c'est totalement ok. Chacun de sa façon de voir les choses. Il n'y a pas de souci. Et après, je me suis pris effectivement la réalité dans la figure, où je me suis rendu compte à quel point aux États-Unis on se prend une vague de calories dans la figure. Je me suis aussi rendu compte que j'avais prévu beaucoup de choses, que je voulais tester beaucoup de choses. Et à ce moment-là, je me suis demandé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me restreins et je teste moins de trucs que ce que j'avais prévu? Mais du coup, je le sais maintenant. Je sais qu'il y avait ça de dispo sous la main, tu vois, en occasion sociale ou en occasion de test, de bouffe. Donc soit je testais moins de trucs, et en l'occurrence vraiment moins. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que c'est tellement calorique que les tests que je vous montrais dans les vidéos, je suis parti 15 jours, je testais 1-2 trucs par jour. Et je mange quoi? Je mange 4 à 5 fois par jour, habituellement, moi. Donc même si vous avez peut-être l'impression sur les vlogs que j'ai fait de Plaisir et d'être que je mange tout le temps, en réalité, je mangeais que 2 à 3 fois des occasions par jour. Le reste du temps, j'étais en train de mettre en place des stratégies pour que je puisse profiter de ces moments-là. Parce que c'est tellement calorique ce qu'on vous fait là-bas, que du coup, ces occasions-là, je les limitais à 2 fois par jour. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais? Est-ce que je passais à 1 fois par jour, pas plus, et le reste du temps, j'essayais de faire attention? Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, moi, je sors de sèche, et je suis un peu habitué au volume alimentaire. Et aux États-Unis, le volume alimentaire, c'est parfois compliqué. Vous allez à Las Vegas pour trouver des fruits et légumes, bonne chance, vraiment bonne chance. Parce que dans les magasins, vous allez trouver des fruits découpés qui sont découpés depuis 4 jours frais, et à part ça, c'est tout. J'ai pu trouver des pommes en faisant 4 magasins. Au bout du 4e magasin, je tombe sur des pommes. Et clairement, c'est surtout que sur ce genre de voyage, j'ai pas que ça à faire de faire 6 magasins dans la journée pour trouver des fruits et légumes. Moi, j'y vais pour kiffer, pour visiter des trucs. Donc, clairement, si je trouve pas de fruits, tant pis. Je vais pas passer ma journée à chercher des fruits et légumes pour mon volume alimentaire. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais profiter de mes occasions. Je vais continuer de faire mes 2-3 trucs par jour que j'ai envie de tester. Je trouverai ce que je trouverai pour alimenter un petit peu mon volume alimentaire et limiter la casse. Et puis, voilà.
Et ben, du coup, forcément, la réalité m'est tombée dessus. J'étais incapable de maintenir mes calories. Au bout de 3 jours, même 3 jours, je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Je suis en train de cumuler du surplus calorique, 300 par jour, 600 le lendemain, 900 le lendemain. Et je me dis, mais jamais j'arriverai à tenir mon total calorique comme ça. Donc, le truc, c'est que j'avais un appétit un petit peu plus important. Honnêtement, j'aurais pas eu la sèche avant et peut-être pas le volume alimentaire en question. J'aurais eu peut-être un petit peu de surplus, mais pas tant que ça. Alors que là, vraiment, j'avais du surplus et j'arrivais pas à limiter la croissance du surplus. Donc c'était soit je me restreignais et dans ce cas-là, je fermais bien ma gueule pendant quelques jours. J'avais super faim avec des shakers et des fruits découpés. Désolé pour le vocabulaire, je suis comme ça dans la vraie vie. Soit je profitais en fait. Et du coup, moi, clairement, je vous l'ai dit, je suis parti pour profiter. Et aucun regret. Et personnellement, j'arrive à relativement positiver par rapport aux choses. C'est-à-dire que je sais très bien qu'il y aura des conséquences à cette action-là. Et à ce moment-là, je sais que dans 15 jours, j'aurai pris du gras. C'est indéniable. Et donc, voilà. J'ai laissé faire les choses. Donc, pour vous dire la vérité, j'ai pris du gras et j'en ai rien à faire. Parce que de toute façon, là, je repars en sèche pour l'objectif de base qui est au moins de descendre sec. Parce que je n'étais pas encore bien sec avant de partir. Mais dans tous les cas, voilà, je me suis dit, il y a de la casse et c'est comme ça. Parce que sinon, je ne vais pas profiter de mes vacances. Donc, il y a de la casse. Le break, il est fait. Ça a fait du bien au mental. Et c'était ça l'idée, c'est d'avoir un break. Si c'était pour partir et effectivement me frustrer et avoir faim surtout, ça m'aurait fait chier quoi. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous mangez aux États-Unis, enfin en tout cas là où je suis parti, hein, dans des zones quand même assez touristiques, vous avez du touristique, vous avez de l'alléchant, vous avez des trucs qui font vendre. On va pas vous vendre un repas, ouais, bah voilà, un repas vraiment le plus sain possible et le moins calorique, parce que c'est des trucs que les gens n'achètent pas de base. C'est pour ça qu'à Las Vegas, bah, en vrai, les fruits et légumes, il n'y en a pas. Parce que, sauf si vous allez en banlieue, là où les habitants ils habitent, ça se vend pas sur les endroits comme le Strip où c'est ultra touristique. Donc, vous trouvez ce que vous trouvez. Et en général, c'est des trucs qui sont très gourmands. Voilà. Mais pas forcément adaptés plaisir et diète, quoi. Donc forcément, bah tant pis. Et donc à ce moment-là, je me dis tant pis, j'accumule un peu de surplus, mais je reste intelligent quand même. Parce que je vais pas faire du foutu pour foutu. Parce que si je fais ça, c'est la catastrophe. Parce que si je fais du foutu pour foutu, ça veut dire que les 4 repas que je fais par jour, je vais kiffer à chaque fois. Et enfin c'est surtout, je vais faire des tests à chaque fois. Et si je fais ça, c'est pas 300 calories de plus que j'aurai par jour. Honnêtement, je termine mes journées à 6000 calories, je pense. Donc ce que je faisais, c'est que je gardais mes petits tests par jour que j'avais prévus. Et à côté, ben effectivement, si j'avais des fruits et légumes sous la main, tant mieux. Si j'arrivais à en choper, j'en achetais plein. Et à côté, ben, je faisais pas mal de shakers ou de protéines blanches que je pouvais acheter et emmener avec moi. Protéines maigres. Du coup, ouais, le résultat, c'est ça. La réalité, elle est là. Parce que ce que vous voyez pas sur Plaisir et Diète, sur les vidéos, tout ça, c'est que il y a les tests que je fais, mais à côté de ça, bah, je fais plein de shakers. Et heureusement, pour ce genre de voyage, emmenez de la protéine en poudre avec vous. Hein. Un sachet de 500 grammes 1 kg. J'ai emmené 1 kg de whey. Elle a été utilisée pendant 15 jours. Hein. Je l'ai laissé tomber à Amsterdam. Amina, il reste 30 grammes chez toi. parce que ouais, ça a été full consommé sur les autres repas. Pour que je puisse atteindre mes protéines. Parce que bah, voilà, des fois, je pouvais en manquer en dehors de ces occasions-là. Donc voilà, j'ai pas non plus fait un foutu pour foutu, je faisais attention quand même sur les autres repas, à au moins manger des vitamines si j'en avais, et des protéines. Et puis si j'en avais pas, je me supplémentais, j'ai emmené des suppléments avec moi, j'ai l'expérience là-dessus, de se dire, oui, il faut que tu emmènes des vitamines avec toi, parce que des fois tu peux avoir des occasions où en fait sur ce genre de voyage, quand tu pars 15 jours comme ça et tu fais un max de trucs, tu peux pas passer ton temps à chercher un magasin, etc. J'avais des personnes qui m'ont dit ouais, va dans les Walgreens et tout, non, dans les Greens Market, un truc comme ça. Ouais, mais les gars, je vais perdre une demi-journée sur 15 jours à aller dans un Walgreens parce que dans les villes aux États-Unis, ça circule en voiture. Suite à un petit bug caméra, je reprends le podcast un petit peu plus tard. Donc j'étais en train de parler des Green Supermarket et en fait, vous m'aviez dit sur Insta, oui, voilà, tu peux aller dans les types supermarchés où ils vendent du bio, ils vendent que des fruits et légumes, tout ça. Et ça existe, hein, aux États-Unis, il y en a. Sauf que il y en a pas non plus des masses non plus, et il y en a
en général en banlieue, il faut faire un petit peu de route. Ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que quand vous prenez la voiture, vous pouvez y rester longtemps, hein. Des trajets sont assez longs. Dans Los Angeles, quand on se balade en voiture, c'est bouché de ouf. Donc du coup, quand vous essayez d'aller d'un point à un autre de la ville, déjà c'est super grand, il s'étale en largeur, en distance, parce qu'ils ont de la place aux États-Unis. Et donc du coup, quand vous êtes en voiture, vous pouvez y rester 2-3 heures pour vous balader dans la ville et aller à un autre endroit qui paraît pas si loin, mais en réalité est loin, parce que les villes sont immenses. Donc oui, il y en a, mais bon, bah du coup, j'y perds une grande partie de ma journée et une grande partie de mon voyage par conséquent. Donc, c'était pas des trucs sur lesquels j'allais me focaliser juste pour une histoire. Enfin, pas juste pour une histoire de fruits et légumes, mais c'est surtout que si à chaque fois je dois perdre tous les 3-4 jours une demi-journée pour aller faire des courses comme ça, sur 15 jours, c'est pas fou quoi. J'y perds quasiment 2 jours de voyage. Donc, j'ai laissé un petit peu tomber et quand j'avais des magasins qui en vendaient, je prenais tout de suite quoi. Ensuite, j'ai pu tester plein de choses, hein. Franchement, là-dessus, du coup, je me suis fait plaisir. Il n'y a rien à dire. Vous avez vu sur Plaisir et Diète, j'ai testé tout ce qui m'intéressait globalement. Bon, je peux pas tout tester non plus. J'ai noté plein de choses. J'avais noté trop de choses même, mais j'ai au moins testé ce qui me permettait d'être rassasié et d'être content dans ma journée, quoi. Donc, effectivement, au bout de 15 jours, j'affiche un surplus calorique. Et ce surplus calorique, il se cumule au fur et à mesure. Et je savais que il y allait avoir une conséquence. Au bout de 15 jours, je l'estime ce surplus calorique. Pourquoi ? Parce que j'ai arrêté de compter mes calories au bout de 4 jours de voyage. Au bout de 4 jours de voyage, j'ai fait merde, ça me saoule. De toute façon, je sais que j'étais en train de cumuler du surplus et que j'allais pas pouvoir le rattraper. C'est-à-dire que je marchais vraiment, on marchait bien, on profitait, on voyage, tout ça. Je m'entraînais, mais même si à côté des repas principaux, je me faisais des shakers, plus des fruits et légumes, des trucs comme ça, je cumulais quand même du surplus et j'ai pas lâché ces stratégies-là. C'est-à-dire que j'ai continué de faire attention sur le repas qui était à côté. Mais malgré tout, j'avais un cumul qui se faisait et de toute façon, je savais que ça continuerait. Ou alors, à la limite, j'arriverai à rattraper un petit peu. Ou alors, peut-être que je serai pile poil dans mes clous. Donc, à partir de ce moment-là, je suis serein et je me dis, de toute façon, soit j'accumule un petit surplus de 200, 300, 400 calories par jour, soit je maintiens et je suis pile poil au bon endroit, soit je grignote un peu et ça rattrape les jours précédents. À partir de ce moment-là, j'ai continué ma stratégie que j'avais déjà mis en place, mais sans compter en fait. Donc en fait, j'ai arrêté de traquer et de mes repas sur cette partie-là, en fait, tout simplement parce que je savais ce que j'étais en train de faire. Et surtout, je continuais de faire attention de manière intuitive. C'est-à-dire que, en vrai, la diète intuitive, qu'on se dise la vérité, la diète intuitive, quand on a un vécu comme le nôtre où on sait compter les calories, on sait estimer les choses, on perd pas la mémoire pour autant. On sait toujours à peu près ce qu'on a dans son assiette. On sait toujours, voilà, j'ai tant de fromage blanc dans mon yaourt, dans mon bol, j'ai tant de whey dans ma scoop. Donc je sais exactement ce dont j'ai besoin quand je vais aller prendre ma protéine en poudre. Quand je mange un fruit, je sais à quoi ça correspond. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pas continué le comptage pour le reste du voyage parce que de toute façon, ça allait rien changer en fait. Parce que de toute façon, j'étais en train de me dire, si j'ai du surplus, tant pis. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit tant pis, je compte plus. J'ai fait mes premiers jours en ville la première semaine. La deuxième semaine, j'ai fait 2-3 jours en nature. Et à ce moment-là, c'est sûr, j'étais en train de récupérer de l'énergie, c'est-à-dire que je dépensais je dépensais plus que ce que je consommais. Donc à ce moment-là, j'étais en train de faire une petite régulation des jours d'avant. Et après, sur la fin du voyage, San Francisco, j'ai à nouveau fait du cumul, c'est sûr et certain. Donc sur le total du voyage, j'ai estimé le surplus global que je peux avoir. Je suis à peu près à 4000 calories de surplus calorique. 4000 calories au-dessus de mes calories. Donc, ce qui correspond à une journée de plus, en fait. C'est comme si j'avais fait une journée gratuite sur tout le voyage. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour prendre techniquement 1 kg de gras, vous devez avoir 9000 calories de surplus. Alors, 1 kg de gras, ça se voit physiquement. C'est-à-dire qu'un kilo de gras, c'est 1 kg de gras. C'est pas non plus la mer à boire, 1 kg de gras. Ça se rattrape très vite. Surtout si vous n'êtes pas avancé comme ça en musculation... que vous n'êtes pas dans de la compétition, tout ça, vraiment 1 kg de gras, c'est pas la mer à boire à perdre, quoi. Donc, en vrai, ça va. Et donc, du coup, 4000 cales, techniquement, j'ai pris presque un demi-kilo de gras. Et vous savez quoi ? Physiquement, et en réalité, surtout sur les mesures que j'ai, je suis retourné chez moi,
J'ai pris du poids, mais j'ai pris à peu près 600-700 grammes après mon retour, donc c'est-à-dire en ayant compté le fait que j'ai perdu de l'eau, j'ai fait mes mesures, tout ça. Mais c'est assez cohérent en vrai, hein. C'est vraiment, on est vraiment très proche de ça, où je suis à peu près pas loin justement des fameux 500 grammes, parce qu'il y a un petit peu d'eau en plus. Donc en soi, ouais, je suis à 600-700 grammes de plus qu'avant de partir pour les 4000 calories de surplus que j'ai estimé. Donc on n'est pas si loin de ça de l'estimation que j'ai pu faire. Voilà, donc au final, même si je compte pas, je reste un être intelligent, je reste un humain et donc je sais faire les coups d'opportunité, des choses que l'on fait en tant qu'être humain, je reste rationnel, voilà, toutes ces choses-là je les perds pas, je garde un esprit logique et en quelque sorte je compte pas, ça me permet de, sur le moment, laisser tomber le truc et me dire mais de toute façon qu'est-ce que je vais changer si je compte? Rien du tout. Si je compte ça va rien changer, je vais soit avoir un surplus calorique, soit faire une régule derrière, donc à ce moment-là pourquoi compter, tu vois? Donc voilà. Et puis après, ensuite, j'ai terminé mon voyage aux États-Unis, donc je suis arrivé à Amsterdam. Et en fait, Amsterdam, je savais que j'allais pouvoir retrouver ma routine parce que Amsterdam, il y a un Basic Fit. Basic Fit, ça vient des Pays-Bas. Et je savais que j'allais pouvoir retrouver ma routine, m'entraîner correctement, refaire mes entraînements normalement. Aux Pays-Bas, j'étais pas en vacances totalement, c'est-à-dire que je profitais un petit peu, mais j'avais déjà repris un petit peu le travail. Et donc, par conséquent, je me suis remis dans ma routine une fois arrivé aux Pays-Bas. Alors, bilan des États-Unis. Les États-Unis, j'ai trouvé ça super sympa. C'est la première fois que du coup que j'y mettais les pieds. J'ai beaucoup aimé, mais d'un autre côté, j'ai un petit peu moins aimé certaines parties. En fait, le truc des États-Unis, c'est on a toute la culture américaine qui nous a été vendue toute notre vie. On est baigné dedans, on nous vend le truc, genre les États-Unis, genre on a l'impression que tout est rose, même si on est au courant il y a des clichés sur place. J'ai vécu ces clichés, je les ai vus, et en fait on se rend compte qu'ils sont encore pires que ce qu'on pensait. Euh, Comme par exemple la pauvreté, les inégalités, l'environnement. C'est une catastrophe l'environnement aux États-Unis, vraiment. En fait, c'est pas une catastrophe, il y a pire dans le monde, mais c'est surtout que on se rend compte à quel point on fait attention ici par rapport à eux. C'est-à-dire que c'est dégueulasse. Los Angeles, par exemple, c'est dégueu. Vegas, s'il n'y a pas des mecs qui nettoient une bonne partie de la nuit, c'est dégueulasse. Il y a du plastique de partout. L'océan, il est dégueulasse. Et pourtant, on a descendu tous les derniers jours, on a descendu la côte ouest, on a vu toute la côte, donc pas des endroits où il y a Los Angeles, quoi, vraiment des endroits où il n'y a pas de ville. Il y a des détritus de partout, tout le long de la côte, tout partout, même des fameuses plages mythiques, si elles sont pas nettoyées, c'est dégueulasse. Et franchement, ça choque en fait. Parce que on te vend souvent le truc, ouais, vous voyez les petites images avec les palmiers, le soleil qui se couche, tout ça, mais c'est vraiment des photos qui sont bien prises parce qu'en vérité, il y a des détritus de partout, c'est chaud. Et ouais, c'est ces côtés-là qui m'ont un petit peu déçu. C'est le côté du rêve qui est un petit peu cassé entre ça. Le côté fitness, c'est surtout ça en fait qui m'a un petit peu aussi déçu. C'est que on est baigné dedans avec ce fameux fitness de Los Angeles, tout ça. Et en vrai, c'est un petit peu un mythe dans le sens où il n'y a pas tant que ça de fitness sur place. J'ai plus été choqué en fait par San Francisco qui honnêtement je m'attendais pas à ce que les gens soient aussi fit entre guillemets. Alors c'est un fit différent, c'est plutôt des gens qui sont globalement en forme mais qui ont parfois un manque de masse musculaire parce qu'ils font des diètes sans protéines, des trucs comme ça. Enfin ouais, c'est un délire, mais c'est déjà mieux. Et il y a beaucoup moins d'obèses qu'aux autres endroits aux États-Unis. Donc du coup ouais, c'est vrai qu'on voit des petites différences comme ça entre chaque endroit avec ses propres clichés. Mais globalement, niveau nature, ils ont ce qu'il faut. C'est un grand territoire. C'est fou à quel point en Californie, vous pouvez passer du désert d'un seul coup avec des arbres immenses, séquoias, puis après vous êtes dans le parc Yosemite avec la montagne, la nature, tout ça. Enfin, c'est à portée de main et sur un petit territoire, la Californie, pour ça, c'est vraiment fou. Le fameux soleil, hein, le coucher de soleil, tout ça, la journée qui se termine lentement, c'est super beau. Non, la température, tout ça, enfin, c'était très agréable. La baie de San Francisco. Donc San Francisco et les villes autour, c'est super beau. Globalement, moi, bien sûr, je suis très content de ce voyage. C'était un petit peu trop court et du coup trop fatigant. Ouais, à refaire, je le ferai pas en 15 jours.
Si vous êtes très chaud, si vous avez beaucoup d'énergie, vous avez déjà fait un voyage comme ça, 15 jours, vous pouvez faire un truc comme moi. Mais faut savoir que faut être là, quoi. Faut avoir une petite santé, faut savoir prendre soin de ses apports, tout ça, parce que ça va être corsé. Ou alors faut faire moins de choses que moi, tout simplement, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. Donc si c'était à refaire, je le ferais en 3 semaines. 3 semaines pour plus me poser et moins être crevé comme ça tout le temps, parce que on vit moins bien quelque chose lorsqu'on est fatigué, hein. On a de moins bonnes humeurs. Euh, et voilà. Et ensuite, bah, du coup, cette fameuse semaine à Amsterdam, je me remets en route. Donc, pour vous expliquer ma remise en route, je m'entraîne 6 fois par semaine de base. Donc, j'ai repris mon training en 6 fois par semaine, mais j'ai essayé de rattraper un petit peu de retard. Donc, par conséquent, vu que la semaine d'avant, je m'étais entraîné 5 fois, la semaine de retour, je me suis entraîné 7 fois. Puis après, je me suis réentraîné 7 fois pour maintenir un bon rythme. Donc là, je suis à ma deuxième semaine qui est en cours. Donc, je suis toujours en 7 jours. Et après, je retrouve ma routine de 6 jours. Et ce qui me permet de rapidement me remettre en route avec des bons apports à côté. C'est-à-dire que j'ai repris ma première semaine à maintien calorique. Donc je suis resté au fameux maintien. Cette fois-ci, je l'ai respecté en kiffant un petit peu à Amsterdam. Et cette semaine, je suis retourné en sèche. Donc actuellement, je suis reparti en sèche au moment où je vous parle. Donc j'ai plus mes apports de maintien et je suis sur ma deuxième semaine à 7 jours. Et honnêtement, il est temps que ça se termine parce que ça commence à piquer un petit peu. Donc ça se passe bien. Globalement, j'ai le rythme maintenant, donc je sais me remettre en route, mais parce que ça fait plusieurs fois que je fais ça maintenant dans ma carrière. Et donc une remise en route, une programmation qui me permet de retrouver mes anciennes performances et de remettre en place un programme fixe efficace, ça me met à peu près 1 à 2 semaines. À fond, évidemment. À fond, à fond. C'est pas facile, hein. Ça pique, j'ai des courbatures, tout ça, alors que normalement j'en ai pas. Donc effectivement, ouais, c'est quelque chose qui demande un investissement, mais après, c'est surtout que j'ai le mode de vie pour, quoi. Donc ça se passe bien pour l'instant, les athlètes. Je vais retrouver mon niveau tranquillement. Bah, là, je suis pas très loin, hein. Au moment où je vous parle, il me manque plus que quelques exos, pas grand chose, et c'est bon. Et Amsterdam, pour le bilan, Amsterdam, j'ai adoré. C'est une belle ville, vraiment très sympa. C'est une petite ville avec accès à la nature rapide. La mer est pas loin. Franchement, à 30 minutes, 40 minutes à vélo. Les champs sont à 30 minutes. On est dans les champs avec les moulins, tout ça. C'est des cours d'eau, c'est super beau. La ville, elle est pleine de canaux, elle est très belle. Elle est bien nettoyée, en même temps ils ont intérêt. Mais ouais, c'est cool. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Amsterdam. C'est très sympa. Je pense que c'est vraiment à faire. Ça me fait penser ça me fait penser à Strasbourg d'ailleurs. Parce que c'est pareil, c'est sur pilotis. Donc bah, il y a de l'eau en dessous, en fait, pour vous dire. Et vous voyez très vite que la ville, parfois, elle est un petit peu penchée. Il y a des maisons qui sont penchées, etc. Parce que bah, en dessous, c'est de l'eau. Donc ouais, c'est impressionnant. Et c'est très sympa à faire. Et puis il y a Basic Fit. Donc j'ai pu m'entraîner et reprendre ma routine sur place. C'est ça aussi qui fait que je récupère aussi vite, hein. C'est que je peux retrouver des équipements dans lesquels je m'entraîne tous les jours. C'est-à-dire que je m'entraîne à Basic Fit dans la vie de tous les jours. Et par conséquent, ça me permet de reprendre dans cette salle-là. Maintenant, la question est, qu'est-ce que je fais pour la suite? Alors, vous l'avez compris, du coup, je suis retourné en sèche. Mon objectif a toujours été clair et précis là-dessus. Ça a toujours été de descendre sec. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de redescendre sur le terrain sec optimal qui me permet de reprofiter d'une progression en prise de masse par la suite. Maintenant, je m'étais dit, est-ce que je m'arrête là et je reprends une progression en prise de masse long terme pendant 2-3 ans, soit je vais en compétition. Je vous avais laissé sur le dilemme au podcast d'avant, au podcast 47 sur mon point physique de ma sèche, où j'étais en train de me demander est-ce que j'y vais ou pas, parce que j'avais des doutes. Tout simplement parce que bah, y a plusieurs doutes. Il y a le doute le premier doute, c'est est-ce que je le faisais pour les bonnes raisons. Le deuxième doute, c'est aussi personnel. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'est aussi, bah, est-ce que je peux me permettre d'y aller physiquement? Est-ce que j'ai le physique pour y aller? Et c'est en fait, après introspection et réflexion pendant ces 3 semaines, je me dis que c'est un petit peu le moment ou jamais, dans le sens où j'aurais pas un physique beaucoup plus impressionnant. Alors je pourrais toujours m'améliorer, c'est sûr, mais ça me demanderait quand même un investissement assez important, dans le sens où au niveau où je suis arrivé, ça me demande un gros volume, ça me demande de m'entraîner beaucoup de fois dans la semaine. J'entraîne déjà 6 fois actuellement.
Et en vérité, le volume possible que je peux tolérer, il est encore au-dessus de ça. C'est-à-dire que je sais qu'en prise de match, je suis capable de m'entraîner cette fois. Je suis capable de m'entraîner, j'ai la récup qui le permet. Et si je veux chercher un meilleur niveau, il faudrait que j'aille chercher ces 7 entraînements dans la semaine. Donc pas forcément tous les jours, mais peut-être faire 2 entraînements un jour dans la semaine, puis après le reste. Sauf que techniquement, faire ça, plus manger 4 à 5 fois par jour, plus bien dormir, plus faire attention, parce que si je veux atteindre d'autres niveaux, il y a plein de choses à faire, à prendre en considération, mon stress, etc. Plus être chef d'entreprise de Plaisir et Diète. Et m'occuper de toute l'équipe, de tout le monde. Plus gérer mes relations sociales. Plus gérer ma famille. Plus gérer mon lapin. Bon, ok, ça prend pas ça prend pas tant de temps que ça, mais ben voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc, est-ce que j'arriverai à atteindre vraiment un niveau supérieur, différent d'aujourd'hui? Est-ce que j'en ai envie aussi? Non. Dans le sens où ça demande tellement d'investissement pour atteindre un niveau professionnel, hein, parce que à ce niveau de tolérance physique, on est sur du professionnel, même si physiquement je suis pas incroyable du tout, et je me considère pas comme incroyable. C'est juste que ben voilà, j'ai atteint un certain niveau de génétique qui est pas si loin de ça de ma limite, et pour que j'aille grignoter encore plus, il faut que je m'investisse encore beaucoup plus. Donc au niveau optimisation, je peux encore faire mieux. Je suis pas au maximum de ce que je pourrais donner. En sèche, là, actuellement, je fais le max, hein. C'est-à-dire que si je vous dis que là, je fais ma sèche avec un bon niveau d'optimisation, je fais vraiment ce que je peux dans la mesure du possible. Là, vraiment, je vous le garantis. Par contre, en prise de masse, je peux aller chercher encore plus loin. Mais avec trop de sacrifices à faire à côté, j'ai quand même des objectifs au niveau de l'entreprise de Plaisir et Diète. Voilà, j'aimerais bien les atteindre. J'aime bien garder du temps, surtout pour moi. C'est assez important. J'aime garder un bon équilibre avec le perso. Garder du temps pour m'occuper du lapin, pour voyager surtout, tout ça. Et ces choses-là, je les obtiendrai pas avec un niveau supplémentaire. Donc le niveau supplémentaire, en vérité, je suis déjà en fait. C'est-à-dire que le niveau auquel je pourrais prétendre, je l'ai déjà atteint. Je suis déjà à peu près à un niveau très correct. Je suis satisfait de ce que j'ai aujourd'hui. Et par conséquent, je suis prêt à me présenter pour ce physique-là. J'aurais pas un physique plus impressionnant sans y mettre un investissement de long terme conséquent, et j'ai pas spécialement envie de le mettre. Et donc je me dis c'est maintenant ou jamais en fait, parce que je l'ai atteint. Pourquoi ne pas présenter ce physique-là? Alors si pour vous j'ai pas la carrure pour, bah, écoutez, c'est comme ça, je me présenterai quand même. Donc c'est officiel, je vais me présenter en compétition. J'annonce, comme ça me permet de me mettre aussi un engagement auprès de vous et auprès de tout le monde, dans le sens où je suis engagé, je l'ai dit, donc je le fais. Je suis parti pour le faire. On est à ma 2e semaine quasiment, bientôt entamée de sèche, hein, qui va démarrer ce week-end pour moi. Et voilà, on est parti. Donc au niveau des raisons, j'en ai marre en fait de regarder les autres le faire. J'avais déjà prévu une première compétition en 2020 qui avait été annulée par le Covid. Et ça fait déjà depuis 2019 que j'ai un niveau qui est proche de celui d'aujourd'hui, qui s'est un petit peu amélioré, mais pas non plus tant que ça. Et j'en ai marre de regarder les autres athlètes naturels se présenter et à chaque fois faire « Ah putain, j'aimerais bien faire comme eux, quoi. » Donc cette fois, c'est mon tour. Voilà. Souhaitez-moi bon chance pour les semaines à venir qui vont être difficiles. J'ai bien sûr pris volontiers l'aide de Maxime pour m'épauler au niveau psychologique et double vérification sur la nutrition, c'est-à-dire que tout ce qui est entraînement, je le gère. Et donc, Maxime s'occupera de la double vérification en nutrition, c'est-à-dire il prend les décisions majeures à ma place pour éviter le biais psychologique, parce qu'on a tendance à être gentil avec soi-même lorsqu'on est dans une situation difficile. Il fera aussi le psychologique et m'aidera aussi à côté sur d'autres points de lifestyle ou des doubles questions, parce que au fur et à mesure où on est dans une situation où on est dans l'inconfort, il faut se rendre compte qu'en tant qu'athlète naturel en compétition comme ça, où je vais devoir descendre très sec, vraiment très sec, je vais avoir des difficultés mentales et surtout je vais être gentil avec moi-même potentiellement. Donc il faut que Maxime soit là pour le faire à ma place, et je vous invite vraiment à ne pas faire une compétition tout seul, ou au moins avoir un demi-coach comme je le fais ici avec Maxime. C'est-à-dire que les entraînements, je sais très bien les gérer.
Ça, c'est vraiment mon dada. Il n'y a pas de souci, je maintiendrai ce qu'il faut. Mais effectivement, le biais cognitif, tout ce qui est perso, effectivement, c'est important, je pense, d'avoir une personne derrière soi. Et après, effectivement, je travaille aussi le posing avec un professionnel. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose où je reviens de loin. Et ça fait déjà quelques mois que je travaille en vérité en posing. Mais tout ça, c'est secret. Vous verrez l'évolution plus tard. Je vais essayer de pas trop monter mon physique et de vous montrer le résultat final. Comme je l'ai fait sur la sèche précédente, je vous avais pas montré de comment j'avançais, mes check-in, tout ça. Donc je vais essayer de maintenir juste mes petites stories d'entraînement, des petites photos de temps en temps, mais pas de photos vraiment d'évolution pour voir où j'en suis, etc. Histoire de faire ça un peu comme dans les années 80-90 où il n'y avait pas les réseaux sociaux et vous découvrez le résultat final une fois les choses faites. Donc ça sera courant septembre-octobre pour ma part. Donc c'est parti. Voilà les athlètes. Quelles sont les choses qui peuvent arriver prochainement? On a des podcasts qui arrivent, 2 interviews qui arrivent les 2 semaines prochaines avec 2 invités. Vous allez voir, c'est très sympa. Ensuite, j'ai une petite semaine à Biarritz avec Maxime. On enregistrera certainement 1 ou 2 podcasts ensemble. On va aller se prendre une petite semaine au soleil pour travailler tranquillement. Maxime, c'est sa seule semaine de vacances, le pauvre. Et donc, du coup, pour cette semaine de vacances annuelle de Maxime, on s'est dit, allez, on va se caler et gérer les projets dans un endroit très cool. Donc, on s'est pris un appartement pour là-bas. On ira surfer une petite partie de la journée, ce qui me fera du nid pour la sèche. Et puis après, le reste du temps, on sera en train de travailler tranquillement dans un bon cadre. Et voilà, globalement, après, je rentre en prépa, donc des voyages et des points comme celui-ci, je vais pas en refaire, étant donné que c'est sérieux, là, il me faut un cadre fixe, il faut que je m'entraîne dans une salle fixe. Donc je bougerai peut-être certainement une fois pour aller voir ma famille dans la région lyonnaise, mais à part ça, c'est tout. Maintenant, il me faut un cadre certain, ce qui me permet d'obtenir un bon niveau d'optimisation. Bon, c'était un podcast nouvelle un petit peu long. On a parlé effectivement de ce maintien calorique, de la vérité sur la diète intuitive et ce diet break qui a été un petit peu imposé par ce rythme de vacances et ces occasions de nourriture. Tout simplement aussi par ma faim post-sèche, qui me demandait un petit volume alimentaire et qui ne pouvait pas être comblé seulement par des shakers. Alors après, même pour quelqu'un qui est en prise de masse, est-ce que manger que des shakers dans la journée et des donuts, ça leur aurait suffi en termes de satiété? Peut-être pas, effectivement. Donc c'est vrai que les fruits et légumes, c'est bête, mais sèche ou pas sèche, on en a toujours besoin. Et en fait, quand on a l'habitude d'en manger et qu'on s'en écarte, peut-être que vous avez déjà vécu cette expérience, dites-le moi en commentaire, mais si une fois vous avez déjà eu un écart de fruits et légumes, vous n'en avez pas mangé pendant quelques jours, peut-être pendant les fêtes de Noël, un truc comme ça, franchement après ça vous manque de fou en fait. Vous le sentez qu'il vous manque des vitamines, tout ça, que vous n'êtes pas en pleine forme. Bien les athlètes, on se retrouve pour les prochains podcasts. Les 2 prochains podcasts seront des interviews avec 2 invités très sympas. On se retrouve directement la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez me soutenir, et ça me fera extrêmement plaisir, parce que je fais ça gratuitement, le podcast évidemment, vous pouvez le liker et même vous abonner. Si vous pouvez mettre une note, si vous êtes sur Apple Podcast, si vous êtes sur Spotify, ça m'aidera énormément. Merci pour votre écoute, c'était Julien. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5.
On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe. C'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil, ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job, et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois, vous ne vous blessiez pas, et ensuite, que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.